Aborder la sexualité avec son enfant est quelque chose de très important. Selon le projet Mosaïque, un programme de promotion et de prévention en matière de sexualité jeunesse, la participation des parents à l'éducation sexuelle est cruciale pour renforcer les apprentissages réalisés à l'école. En d'autres mots, ils sont les premiers éducateurs à la sexualité de leur enfant. Est-ce que cette conversation peut être différente lorsque notre enfant est en situation de handicap? C'est ce qu'on aborde aujourd'hui dans le balado « Ça cause ». J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Charlie Rousseau, Maria Tatiana Calderon et Morag Boson. Merci beaucoup à vous trois d'être avec moi aujourd'hui. Donc, peut-être qu'on pourrait commencer avec une petite introduction de chacune de vous. Donc, Charlie, est-ce que tu veux commencer? Ben oui, avec plaisir. Fait que moi, c'est Charlie Rousseau, j'ai 28 ans. Je suis comédienne, animatrice radio, créatrice de contenu. Puis, ben, mon handicap est de naissance. Donc, c'est ce qu'on appelle une malformation congénitale aux membres inférieurs et supérieurs. Ça, c'est le terme médical. En gros, j'ai comme pas la deuxième partie des jambes. C'est comme si mes pieds étaient à la place où les gens ont leurs genoux. Voilà aussi ce qui explique pourquoi je suis de plus petite taille. J'ai un seul bras, le bras droit, et un seul doigt également. Puis, je pense que c'est ça. Il me manque des petits bouts, là, mettons, quand même. Mais comme je dis, c'est ça, ça fait 28 ans que je suis en situation de handicap parce que je suis née comme ça. Là. Tout est d'origine. J'ai pas eu d'amputation. OK. Maria Tatiana? Oui, bonjour, je m'appelle Maria Tatiana Calderon. Je suis d'origine péruvienne. Ça fait 28 ans que j'habite à Montréal. Je travaille comme réceptionniste et commis de bureau et aussi je porte d'autres chapeaux, mais c'est correct. Je suis déjà habituée. Je suis la mère d'un enfant en situation de handicap, fait que là, je comprends beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'empathie. Puis quoi d'autre dire, je suis militante, j'ai fait toujours des choses pour les personnes handicapées dans mon logement parce que je suis partie du CA. Puis et j'ai commencé à faire ça à cause que nous autres, on a un appartement adapté. Mais un appartement pas adapté, vraiment, c'est comme accessible, qu'on l'a fait adapter. Puis les personnes à mobilité réduite, il n'y avait pas un bois dans mon logement. Fait que je me suis dit, il faut que je m'implique parce que là, j'en ai un enfant handicapé. Puis, elle était jeune encore dans ce temps-là, et maintenant, elle parle beaucoup. Mais dans le temps, elle ne parlait pas beaucoup et elle ne savait pas tout ce qui arrivait à l'extérieur, justement, de l'immeuble. Fait que je me suis impliquée beaucoup, puis j'aime toutes les affaires qui doit avoir et qui ont une cause en commun, sortir les personnes en situation de handicap plus visibles. Qu'ils deviennent plus visibles, c'est ça. C'est quoi le handicap de ta fille? De ma fille, elle s'appelle arthrogrypose. C'est un peu comme le terme, c'est une malformation. OK. Ouais. Fait que c'est physique. Exactement. Oui, moi, c'est Morag Boson. Je suis sexologue et conceptrice de contenu sexologique pour le Club Sexu. On va commencer dans le vif du sujet. Pourquoi les parents ont souvent de la difficulté à aborder le sujet de la sexualité avec leurs enfants? Et il y a plusieurs raisons. Je pense que la plus grande, c'est de la gêne, mais il faut se demander, en fait, elle vient d'où cette gêne-là? Est-ce que c'est de prime abord de un peu briser cet abcès de « je vais parler de sexualité avec mon enfant ». On a de la difficulté à associer enfant aussi et sexualité. C'est deux mondes qu'on a envie de garder séparément. Donc, on a de la difficulté à comprendre un peu aussi les bienfaits que ça peut avoir. C'est quoi l'importance? On a l'impression que c'est quelque chose qui est très intime, donc que notre enfant devrait apprendre peut-être par soi-même. Il y a aussi le fait qu'on a peut-être peur de donner des idées. Parfois, il y a beaucoup de parents qui ont l'impression qu'en parlant, c'est comme s'ils ouvraient la porte à toutes sortes de choses. Des choses aussi qui sont peut-être pas prêts nécessairement à recevoir de réponses de leurs enfants. Donc, ça peut être assez varié. Il y a aussi beaucoup de parents qui ont peur de dire les mauvaises choses, qui n'ont pas l'impression qu'ils ont les bons outils, qui sont les personnes qui sont les plus appropriées pour en partager. Et parfois aussi la fausse croyance que l'éducation, on va l'avoir ailleurs. Il y a beaucoup de parents, des fois, qui croyaient... Moi, je suis de la génération milléniale où est-ce qu'on n'a pas eu d'éducation à la sexualité à l'école, ça n'existait pas. Et j'ai pas reçu d'éducation sexualité à la maison non plus. Donc, j'imagine que mes parents pensaient que peut-être un infirmier, un prof, à un moment donné, allait nous dire quelque chose et c'était pas vraiment le cas, là. Mais justement, tu as mentionné que des fois, les parents ont peur qu'en parlant, ça va développer quelque chose. Mm-hmm. Est-ce que c'est vrai, ça?
Non, en fait, ça dépend vraiment de la manière qu'on en parle. Et je pense aussi qu'il y a un peu une espèce de fausse croyance quand on va parler de sexualité, on va parler de l'activité sexuelle. Mais surtout pour les enfants qui sont plus jeunes, on peut déjà commencer à parler de consentement, de respect. On peut commencer à parler de limites des autres. Ça peut se faire dans des cadres qui ne sont pas sexuels. Ça peut se faire dès la garderie, mais ça met les bases pour une éducation, en fait, à la sexualité. On peut aussi commencer à juste les informer sur les parties de leur corps parce que, veux pas, il y a des changements qui vont venir avec l'âge, avec la puberté. Donc, ça n'ouvre pas nécessairement la porte à un peu la débandade sexuelle que beaucoup de parents ont peur, que je peux comprendre, parce que ça peut devenir un défi plus tard de laisser un peu de liberté à son enfant, mais parler de sexualité avec son enfant, c'est pas nécessairement parler de sexe, finalement. C'est très, très vrai. Et justement, Maria-Tatiana, comment et à quel moment est-ce que tu as parlé de la sexualité avec ta fille? En fait... Mais elle a quel âge? Juste... elle a 18 ans. OK. Oui, elle a 18 ans. En fait, j'ai voulu faire complètement différent, comme dans les cas, justement, que Moran vient de dire. Elle n'était pas parlé de sexualité à la maison. C'était la même chose chez moi. Okay. On ne m'a jamais parlé de ça. Et heureusement, j'ai eu un enseignant qui est venu nous voir à l'école dans le temps. Je parle des 80... je vais sortir ma cédule de naissance. Je vais sortir mon... c'était une autre époque, oui, c'est ça justement, mais c'est quelqu'un qui a pensé à en parler. Mais c'était toute, je pense que c'était presque toute l'école. On a parlé, justement, on était un groupe de 14 à 17 ans. Puis ils ont parlé de ça dans l'auditorium. À tout le monde? À tout le monde, okay. Comme ça, à l'auditorium. Puis ils ont montré des images, des affaires, blablabla, des contraceptifs. Ils ont parlé des contraceptifs et tout. Mais c'était, je veux dire, ça fait longtemps. Après ça, j'ai entendu, bien sûr. Oui. J'ai entendu. Puis là, quand j'ai compris, j'ai dit, je ne veux pas avoir ça. Je ne veux jamais avoir ça parce que ça fait mal. Oh. Tu vois? C'est ça qui vous avait enseigné? Non, j'ai entendu des personnes qui avaient déjà eu des rapports sexuels, qui étaient gens qui avaient 15 ans dans mon époque, avoir du sexe à cet âge-là, sans contraceptif, sans rien. C'était comme, oh mon Dieu, tu as un rapport sexuel, tu vas tomber enceinte tout de suite. Quand on n'a pas d'infos, finalement, on prend ce qu'on nous donne aussi. Là. Exactement. Un autre argument pour en parler en premier. Exactement. Fait que là, dans mon temps des dinosaures, fait que là, moi, je voulais rien savoir de ça. Tu sais, malgré que oui, j'ai eu des petites amies et tout ça, on s'embrassait, mais on n'allait pas trop loin. Tu sais, quand je commençais à être trop chaud, là, j'étais comme, non, OK, éloigne-toi. Mais pour revenir à la question de Léa, de fait, de comment j'ai dit à ma fille, qui s'appelle Léa, j'ai voulu exactement faire différemment. J'ai voulu faire complètement différent que mes parents ils l'ont fait. J'aime parler avec elle. Je pense qu'on a parlé déjà de sexualité depuis qu'elle était à la garderie. Quand on a fait la différence entre les gars et les filles, c'est déjà parler de sexualité. On n'a pas parlé pas plus que ça. On est juste différents, les filles et les gars. Puis quand on allait aux toilettes, quand elle allait aux toilettes, là, les filles s'assoyaient, les gars ils se mettaient debout, fait que là, on montrait à les enfants et tout ça. Je dis on montrait parce que là, je travaillais un peu avec maman quand maman elle a ouvert sa garderie. Et je m'occupais avec elle des enfants. Mais on a commencé à parler de ça. Mais vraiment, l'histoire, ça a commencé, je pense, quand je parlais de plus loin sur la sexualité, je parlais avec Léa quand elle avait 12 ans. OK. Oui, mais là, les réseaux sociaux aussi. Tu sais, dans mon temps, il n'y avait pas ça. Les réseaux sociaux. La pornographie aussi, l'accessibilité à la pornographie. C'est ça, l'accessibilité. Il parle de... Tu trouves de tout. La vérité comme des affaires trompeuses. Ouais. Fait qu'on ne sait jamais. Je me suis dit, je vais parler avec elle. Et est-ce que tu as d'autres enfants? Non, j'en ai pas d'autres. OK, mais est-ce que si tu en avais eu, par exemple, est-ce que, puis qu'il n'y avait pas d'handicap, est-ce que tu aurais abordé le sujet de la même façon? Oui, pareil. Pareil.
Pareil. Oui. Parfait. Charlie, toi maintenant, à quel âge est-ce que, ben, si tu as eu la conversation avec tes parents, à quel âge que le sujet de la sexualité, tu as commencé à en parler avec eux ou qu'eux, ils t'en ont parlé? Ben en fait, je pense que c'est venu naturellement. Mais un peu comme tu parlais tantôt, la sexualité, c'est pas juste le sexe, c'est pas juste une relation sexuelle. C'est genre, j'ai commencé à découvrir mon corps. Oui. On va dire ça comme ça, OK? Puis, tu sais, fait que là, il a fallu comme que ma mère, elle m'explique qu'on fait pas ça à l'école. Non, mais tu sais, c'est bizarre. Le faire dit dans comme un ça. endroit privé. Oui, ben c'est ça. Tu sais, comme des chatouilles. Oui. Tu sais, elle me disait ça. Tu sais, c'est comme. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu fais, oh, il y a une petite sensation hein, quand Ben tu oui. fais ça. Puis là, tu sais, je veux dire, je m'en gêne pas. Là. La première fois que moi, j'ai découvert mon corps, c'était à l'école. Là. C'est bizarre, dit de même. Je me suis pas touchée, mais c'est que la couture de pantalon, elle frottait. Puis là, quand tu fais ça, là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, les gens disaient, ça va? Oui, oui, j'ai envie de pipi. J'étais comme, oui, oui, mais il était comme, il va faire pipi. Là, tu sais, t'as pas la. C'est ça. Fait que je pense que j'en ai parlé à ma mère. Puis elle aussi, elle s'est rendue compte. Puis elle s'est dit que j'étais rendue là aussi à l'âge. Je devais être. J'étais encore au primaire. Donc, je devais avoir une douzaine d'années. Là. Puis, tu sais, comme je commençais pas encore à m'intéresser aux garçons. Fait que c'est ça aussi qu'il faut faire. La différence, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont faire « Ah, ben ma fille, elle n'est pas encore intéressée au petit gars, elle trouve ça encore dégueu d'embrasser un petit gars dans le cours d'école. Fait que pourquoi j'y en parlerais? » Elle n'est pas rendue là. C'est ça. J'étais peut-être pas rendue à avoir un chum puis à avoir une relation sexuelle, forcément, mais j'étais quand même rendue à « Il faut qu'on me dise de pas faire ça en public. » Parce que ça aurait pu causer bien des tracas. Fait que c'est juste... c'est ça. C'est arrivé à cette époque-là. Ma mère puis moi, on a toujours... Ben, mes parents, en général, on a toujours eu une très belle relation, très ouverte, sur tous les sujets. Fait que je pense que la sexualité, ça allait de soi que ce soit un sujet ouvert. C'est sûr que à 12 ans, mes parents filtraient l'information versus à 16, puis à 18 ans, puis à 25. Là, c'est pas la même chose. Là. Mais c'est ça. Fait que ça a été de m'expliquer, OK, ben ça, tu fais ça dans un endroit privé, puis c'est ton corps, puis aussi, c'est ça, comme tu disais, la différence avec les garçons, les filles. Moi, ça m'impressionnait beaucoup un pénis. Genre, moi, j'étais comme, je veux voir, mais pas, je voulais pas toucher ou quoi que ce soit. Là, je voulais juste observer parce qu'on n'est pas fait comme ça. J'en ai pas. J'en ai jamais La vu. curiosité. C'est ça, c'est la curiosité. Fait que voilà. Ça répond à la question? Ben oui! Fait que dans le fond, tu t'es toujours senti à l'aise avec tes parents de si tu avais n'importe quelle question, t'avais pas une espèce de « je suis gênée de demander ça ». Non, ben c'est sûr, je le demandais pas à mon père. Tu sais, je veux dire, entre femmes, on va aller davantage avec la mère, là. Fille à fille, c'était plus ça. Puis, tu sais, de découvrir aussi les petits bisous entre filles, puis tout, tu sais, c'est tellement bénin. Puis, quand t'es jeune, t'es amie avec tout le monde. Il y a pas de... Tu sais, tu fais pas la différence nécessairement. Ça veut pas dire que t'es lesbienne ou bisexuelle. Tu sais, c'est pas aussi comme aujourd'hui que là, faut être affiché absolument. Tu sais, on découvre des trucs, on donne des becs, on fait des câlins, on dort ensemble. C'est pas grave, là. Il y a rien d'étrange, je pense. Mais je pense que tu amènes un bon point qui est que des fois, on va regarder ce que les enfants vivent avec nos yeux d'adultes. On pense que les enfants, comme tu dis, tu n'étais pas intéressé aux petits garçons. Toi, tu as juste découvert une sensation, puis il faut qu'on vienne te diriger là-dedans. Ça ne veut pas dire que tu as associé ça à de la sexualité, à du désir. Et donc, ah oui, donc je peux avoir ça avec un petit garçon, je vais faire ça dans la toilette, mettons, tu sais. Fait que faut aussi se ramener, je pense, comme adulte, de OK, mon enfant, il ne voit pas la même chose que moi en ce moment. Là. Puis ça nous permet de nous calmer un peu, je pense, comme parents. On est tellement biaisés parce qu'en tant qu'adulte, maintenant, on le sait tout. Je veux dire, on sait c'est quoi une vraie relation sexuelle, mais quand on est jeune, c'est pas ça du tout. Là, faut pas pousser trop loin. Puis je pense qu'il faut avoir c'est important de pouvoir se sentir à l'aise d'en parler avec des amis, avec des parents. Des fois, il y en a que c'est pas leurs parents, puis ça va être des professeurs à l'école ou sexologues ou des gens qui ont une autorité, puis ça fait la différence parce que c'est ça, tu peux être aligné. Parce que sinon, ça peut être désagréable. Et Morag, est-ce qu'il y a un âge qui est, on va dire, un âge parfait pour aborder ce genre de sujet-là? Et si oui, est-ce qu'il y a une bonne façon d'aborder? Ou est-ce que, au contraire, est-ce qu'il y a une mauvaise façon d'apporter la sexualité avec son enfant? Bien, je pense, tu sais, de mon point de vue de sexologue, vraiment,
la seule mauvaise façon, c'est vraiment d'instaurer des silences et des tabous. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça qui est plutôt à éviter parce que je pense que comme on l'a bien illustré dans vos deux expériences, et je pense que ça se retrouve dans l'expérience de tellement de personnes, dès qu'il y a de la curiosité, dès qu'il y a du non-dit, les enfants ils vont vouloir aller chercher l'information, peu importe leur âge, dépendamment de l'accès, bien entendu. Là, en plus, on a accès à beaucoup de choses sur Internet, littéralement dans leur poche. Là, oui. Donc, je pense que c'est peut-être comme rôle de parent, il faut se ramener au fait que notre but, finalement, c'est de venir guider puis d'offrir les informations. Et il n'y a pas nécessairement une mauvaise façon de faire, tant bien entendu qu'on n'instaure pas des tabous, mais parce que ça peut aller en fonction de notre niveau d'aisance. Je veux dire, il y a des parents qui sont super à l'aise de justement venir répondre aux questions, de venir amener de l'information. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire ça. Il y a différentes stratégies. On peut simplement aller acheter des livres. Il y a des livres qui sont faits puis qui nous indiquent les âges aussi appropriés pour différents sujets. On peut faire affaire avec des professionnels si on a envie de répondre à quelques questions. Des fois, c'est pas nécessairement d'emmener notre enfant dans le bureau du ou de la sexologue. Des fois, nous, on peut prendre un rendez-vous, dire, OK, mon enfant, il est arrivé ça. Comment je pourrais lui dire qu'est-ce qu'il faudrait que je lui dise? On peut aller chercher des ressources. Mais en ce qui a trait à l'âge, un peu comme j'ai dit plus tôt, ça dépend de quoi on veut parler. Tu sais, je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour parler notamment de consentement. Puis ça commence simplement par respecter les limites des autres et les siennes. Peut-être comprendre que mon corps, c'est mon corps et que les gens n'ont pas nécessairement un droit là-dessus qui est immuable. Je pense que ça peut venir se complexifier parfois quand on a, dépendamment du handicap avec lequel on vit, si on a accès justement à des soins ou s'il y a quelqu'un qui va venir toucher notre corps, je pense que c'est d'autant plus important de venir établir les nuances. Mais pour tout ce qui est justement de parler de peut-être de puberté, de changement corporel, des parties du corps, après peut-être parler d'accès aussi à de la contraception, d'accès aussi à des méthodes de protection contre les ITSS. Mais tout ça peut venir en temps et lieu. Puis je pense que si on commence tôt, un peu comme dans ton exemple, moi je pense que pour moi c'est peut-être à la limite un idéal à venir rechercher, si on était capable d'aller créer un espace d'ouverture et où notre enfant sent que il peut venir poser des questions, en fait. Ouais. On peut aussi venir suivre son rythme. On peut s'assurer que, en fait, notre enfant comprend qu'on a les informations pour lui s'il en a besoin. Tu sais. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression aussi que ça a un lien avec ta propre pudeur et ton propre... tout à fait. Tu sais, à quel point tu es à l'aise avec ton propre corps. Moi, je me considère pas comme pudique, mais je pense pas que ma mère elle était bien gros non plus, tu sais, dans le sens où on se met pas tout nu en contexte de party de famille. Mais tu sais, je veux dire, rapidement, moi, je prenais mon bain avec ma mère, je prenais mon bain avec mon père, tu sais, jusqu'à un certain âge. Après ça se faisait plus. Puis on jasait, tu sais, c'était un moment, là. Moi, je me souviens, j'étais jeune, j'étais dans le bain avec ma mère, puis je comptais ma journée. Puis, tu sais, c'était pas bizarre, là. Puis, j'allais aux toilettes, tu sais, ils fermaient pas. Il y a pas de... On ferme la porte, puis non, tu me verras pas toute nue, puis tout. Tu sais, c'est sûr que rendu à 12 ans, moins. Mais c'est ça, puis ça fait une différence. Tu sais, aujourd'hui, je suis pas pudique. C'est ça que ça fait. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Ben c'est ça, parce que c'est sûr qu'il y a des parents, des fois, qui... Probablement, c'est eux qui ont justement un certain malaise parce qu'ils ont été élevés dans une... Comme tu disais, une génération différente où c'était pas parlé d'eux. Mais comme tu disais, peut-être avoir des livres ou pour peut-être les, on va dire, ease un peu plus. Ben oui, parce que ça se peut qu'on n'ait pas toutes les réponses, c'est tout à fait normal, tu sais. Fait que je pense que si on a envie de s'informer puis on a envie de prendre ça en charge, ben honnêtement, tant mieux, c'est parfait. Mais on n'est pas nécessairement obligé. Faut juste pas que notre malaise, finalement, ait des conséquences, tu sais. C'est plus de ne pas transmettre ce malaise-là. Donc, on peut aller chercher l'information autrement. Puis, tu sais, je pense même à... Des fois, on a beaucoup de parents, en fait, où est-ce qu'on les apprend à dire à leur enfant, puis ça peut commencer dès l'âge dès que notre enfant commence à marcher, il n'est pas obligé de recevoir des câlins de la famille s'il n'en a pas envie. Il n'est pas obligé d'accepter des bisous. T'sais, on peut lui dire non, si tu n'as pas envie d'aller faire un câlin à grand-maman, c'est correct, il n'y aura pas de conséquences. Il n'y a pas de chantage aussi de « Oh non, grand-maman est déçue, viens donc me faire un câlin ». Ça, c'est le consentement. T'sais, sans parler de relations sexuelles. Donc, on peut vraiment commencer très, très tôt à mettre des bases pour que, finalement, quand la sexualité se passe, ce soit de manière, finalement, sécuritaire. Oui, ben c'est très intéressant que tu parles de ça parce que c'est quelque chose, justement, que je n'avais jamais pensé. On va dire, dans ma famille, ta famille, elle arrive, tu lui donnes un câlin ou whatever, mais j'avais jamais pensé que c'est vrai. Si un enfant veut pas, tu y apprends justement le consentement. Pas forcé, exactement. Exactement. Ouais. Maria-Tatiana, oui. Est-ce que quand tu as eu la conversation avec ta fille, on va dire pour les premières fois, est-ce que tu as rencontré des difficultés par rapport à parler à la sexualité d'un enfant en situation de handicap? Non, je pense que non. Je le parlais comme j'aurais voulu que mes parents me parlent.
Vraiment. Fait que là, je n'ai pas vu s'il était handicapé ou non. Je parlais juste parce que c'est naturel, parler des sexes. C'est naturel parler de ces sujets-là. Et je n'ai pas vu la différence. Ben, comment parler à un enfant handicapé différent de quelque chose que c'est normal. OK. C'est comme nier qu'elle va, à un moment donné, avoir du sexe. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de monde qui pensent encore que les personnes handicapées sont asexuelles. Ouais. Puis, non, c'est comme tu dis, tu as découvert ton corps. Je n'ai pas encouragé ma fille de le faire, mais je lui dis, ben là, tu sais, on marche chez nous, entre nous, là, à la maison, en bobette. Des fois, je sors de la salle de bain, tu sais, comme presque nue. Oui. Mais c'est normal, c'est ton corps. Il faut que tu aimes ton corps. Oui. Bien sûr, je ne vais pas le faire devant mon mari. Non, c'est ça. C'est ça. Mais quand on est toute seule, on se sent confortable. Même là, des fois, elle dit, maman, tu m'as levé les bras. Ben, je te lève les bras. Tu sais, j'arrive à la maison, je lève mon bras. La première chose que c'est, je suis comme torture. Non, on va le lever. Oui. Pour être confortable. Mais je suis à la maison, je ne suis pas dehors. Non, c'est ça. C'est ça, moi aussi, là. Fait que, ouais, c'est ça. En répondant encore une fois à ta question, ça a été normal de parler avec elle. Je n'ai pas vu de différence comme les sexes et les sexes, fait que là, il faut le dire. C'est déjà, même j'avais parlé avec elle c'est normal si tu n'aimes pas les sexes opposés. Tu peux aimer une femme aussi si tu veux, si c'est ton désir. Si tu trouves que tu es attiré par une femme et pas par un gars, c'est normal, je vais accepter, c'est correct. Tant que tu sois heureuse, moi, si, je vais être là pour te tenir dans la main et dire oui, c'est correct. Oui. Je trouve que c'est très important aussi, justement, d'avoir cette discussion-là. T'es une très, très bonne mère, je pense. Merci. J'essaye. Est-ce que tu avais regardé pour des ressources ou est-ce que c'est vraiment juste tout toi que la conversation, ça venait vraiment de toi, ou tu avais regardé des livres, tu avais regardé des ressources d'Internet ou peu importe? Non, peut-être, oui, j'avais regardé. Je me rappelle pas, là, tu sais, pour être franche, là, je voulais pas justement, pas répéter la même histoire avec moi, avec mes parents, parce que mes parents ne m'ont jamais parlé de ça. Tu sais, maman, vaguement, c'était tabou. Ouais. Tu sais, tabou. Oublie ça. Puis j'ai dû découvrir par moi-même, tu sais. Et en fait, j'ai perdu ma virginité, si je peux parler de ça, désolée. Vraiment Parce que oui. tard, tu sais, à 20 ans. Mais je ne me sentais pas prête non plus. Je ne me sentais pas pressée ni pressionnée pour avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Je l'ai faite parce que là, j'avais envie. Je pensais que c'était la personne qu'il allait rester pour toute ma vie avec et que j'ai aimé, surtout. Mais ce n'était pas le cas. 3 ans plus tard, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas la personne idéale. mais c'est ça, j'ai eu la satisfaction, j'ai découvert mon corps plus, puis c'était correct. Tu sais. Et plus, quand j'ai déménagé ici, à ce pays-là, il avait la contraception, il avait tout, on parlait de tout. Okay. Que c'était plus ouvert. Malgré que j'habitais aux États-Unis avant, je n'avais jamais pensé à ça. Tu sais. Okay. Fait que, je suis vraiment heureuse d'avoir vécu toutes mes étapes de la vie, que je n'ai pas sauté aucune. Puis là, je veux vraiment la même chose pour ma fille. Quand elle va être prête, elle va avoir ce rapport sexuel avec la personne qu'elle aime. Même s'il ne reste pas avec cette personne toute la vie, c'est correct. Oui. Oui, d'enlever la pression, c'est le fun, tu sais, c'est bien. Mais je pense, moi aussi, ma mère m'avait expliqué quand même jeune que, tu sais, c'est quand t'es prête. Oui, c'est pas nécessairement 100% le conte de fées, mais en même temps, c'est vrai parce que, tu sais, des fois, on se met tellement d'attentes, puis on se dit ça va être le bon, puis ça va être justement des feux d'artifice, puis tu te dis, ouf, c'était pas un feu d'artifice, mais c'était pas romantique comme dans Cendrillon, là. Mais au moins de le faire quand t'es prête, puis de pas avoir la pression, puis ne pas faire le contraire non plus, je pense, de dire, hey, non, tu vas pas le faire avant 25 ans. Tu sais, des fois, là, ou genre des pères, là, quand on est jeune, ma fille, là, elle aura pas de chum, puis elle aura pas d'homme qui va venir, puis, tu sais, à un moment donné, il faut pas too much. Il faut vraiment essayer de trouver un équilibre, je pense, entre enlever la pression, mais
si c'est sûr qu'on le conseille pas trop jeune, mais si t'es prête à 20 ans, il n'y a pas de stress. C'est vraiment le stress de la société, là. Moi, Oui, je me les souviens que je normes. l'avais ressenti à l'école, là, au secondaire, parce que, justement, toutes les petites filles de mon entourage commençaient à parler de sexe. Puis là, sont comme, tu veux participer. Tu veux participer à la conversation. Fait que là, t'es comme, il faudrait que je commence à y penser, mais en même temps, t'es comme, ben, je suis pas prête. Fait qu'il faut que tu trouves la balance pour te respecter là-dedans aussi, là. Ben, c'est ça. Puis je pense que des fois, ça peut être difficile, justement. À l'adolescence, tu veux tellement être comme les autres que t'es comme, ben, OK, je vais peut-être me forcer pour, mais non, comme tu dis. Puis encore plus quand tu as un handicap. Ben Oui. Parce que, tu sais, Tu veux je pense compenser. que la comparaison sexuelle à l'âge à l'adolescence, tout le monde l'a eu, garçon comme fille, mais là, quand elle rajoute un handicap, fait que là, c'est comme, c'est pas vrai que mes amis pas handicapés vont faire l'amour, puis pas moi. Puis ça va me Ça. différencier Ouais. du groupe. Là, Puis là, ouais. moi, ça va comme me mettre à part parce que déjà que j'ai une différence physique puis différente sur plein d'affaires, là, en plus, moi, genre, je connaîtrais jamais ça. Tu sais, moi, je l'ai eu, là, le thinking de... parce que, tu sais, je suis plus petite. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, va falloir que le gars, il se penche pour m'embrasser. Moi, c'était tellement un deal breaker, là. Qui se penche. Oui, j'étais comme, c'est atroce, ma vie est finie. J'aurai jamais de chum parce qu'il va être obligé de se pencher pour m'embrasser, tu sais. Puis ça, toi, tu voulais pas vivre ça. Là. Non, tu sais, c'était une différence. Puis c'était ça mon plus grand complexe, genre par rapport à la grandeur quand j'étais vraiment adolescente. Tu sais, c'était ça. Puis c'était comme, oh mon Dieu, mes amis ont des chums. Moi, j'en aurais pas. J'ai été sur le tard à avoir un premier vrai chum, une première relation sexuelle. Tu sais, comme, c'est tough, là, quand en plus, t'as un handicap puis la pression de la société. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que tu parlais un peu tantôt de c'est quoi qui fait la différence dans une éducation à la sexualité. Puis je pense que justement d'assumer en fait que parce qu'on a un handicap, on n'aura pas nécessairement accès à de la sexualité ou notre parent peut penser que l'enfant va pas avoir accès. Ça nous limite en fait dans le fait d'en parler et au contraire, ça peut créer, en fait, peut-être plus de vulnérabilité, là, finalement, parce que si j'ai pas accès à ces conversations-là sur le consentement, sur les violences, sur les risques, mais aussi sur le plaisir, sur ça peut être le fun, sur tu peux affirmer tes limites, tu peux avoir du plaisir, tu peux trouver des partenaires, qui vont te respecter, etc., qui est une éducation sexuelle qu'on donnerait à n'importe quel ado, en fait, qu'on devrait, qui n'est pas donné, mais qu'on devrait. Et finalement, on les prive de ça. Et la personne, sa sexualité, ben, ça fait partie de sa globalité, là, finalement, le handicap, il fait partie du contexte dans lequel la personne a de la sexualité, mais je suis d'accord avec toi que ce qui ressort vraiment du vécu puis des études surtout, c'est le fait qu'on se sent différent, surtout à l'adolescence, que tout le monde le vit, mais là, on a vraiment, comme on a quelque chose de palpable qui nous fait sentir différent, donc ça peut nous amener à créer une certaine pression. Et si on n'a pas les bons outils pour, en fait, peut-être pouvoir en parler, poser des questions ou que notre parent vienne nous rassurer de « Hey, c'est normal », puis on peut souffler, là, ça va s'en venir, prends ton temps. Des fois, juste de dire ça, ça peut faire un monde de différence. Là. C'est très, très vrai. Mais justement, en parlant de différence, il y a des parents, admettons, que si eux, ils n'ont pas d'handicap, leur enfant a un handicap, ils peuvent penser que leur expérience à eux n'est pas pertinente parce qu'on n'a pas la même situation. Est-ce que c'est vrai et est-ce qu'il y a une façon d'aborder quand même la sexualité? Vous pouvez tout répondre parce que je pense que ça touche tout le monde ici. Là. Je pense, moi, c'est très, très, très valide. Mais si je peux parler de ma propre expérience comme sexologue, s'il fallait que j'ai vécu toutes les expériences pour soutenir des gens et donner des informations, ça serait longtemps la vie. J'en aurais un horaire chargé. Là, alors, soit je suis cordonnière très mal chaussée dans beaucoup d'aspects. Mais non, en effet, il ne faut pas avoir la même expérience. Faut peut-être réfléchir à... Peut-être ça peut me donner des angles morts, peut-être qu'il y a des choses que je ne comprends pas, peut-être que j'ai des questions à les poser à des organismes, peut-être à des personnes qui sont spécialisées. J'ai peut-être juste m'assurer que je comprends bien, mais on n'est pas obligé d'avoir la même expérience de tout le monde pour amener du soutien, finalement, puis répondre à des questions, là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Là, mais... Moi, je pense que mes parents sont sûrement... Ils me l'ont jamais dit, là, mot pour mot. Mais je pense que mes parents ils ont sûrement eu ces préjugés-là, si on peut le dire. Je vais donner un exemple, une anecdote. Là. Quand je suis née, là, j'avais genre même pas un mois. Là. Mon père était dans le cabinet du médecin parce que, il faisait plein de tests, mes organes. Est-ce qu'elle va pouvoir marcher? Les grosses questions. Comment elle va faire? Va-t-elle être indépendante? La première question que mon père il a posée au docteur, c'est est-ce qu'elle va être capable de faire l'amour? Le médecin était comme... Enlever une bûche, monsieur, là. Je comprends, là, je comprends. Vous pensez à beaucoup de choses, mais là, on n'est pas là encore. Là, on n'est pas là. On a encore une petite dizaine d'années, même beaucoup plus, quinzaine d'années avant de se rendre là, tu sais. Okay. Fait que, tu sais, c'est un exemple. Fait que, dans le fond, il a pensé à ça parce que ça le stressait.
parce qu'il s'est sûrement dit, oh mon Dieu, mis à part le fait de est-ce qu'elle va pouvoir être autonome, est-ce qu'elle va être capable d'avoir des relations sexuelles, parce que mes parents ils en ont eu ensemble, ils en ont eu avec d'autres personnes avant, ils se sont dit, tu sais, fait que je pense qu'ils sont tombés dans le piège. Puis qu'en connaissant en vieillissant, ils ont vu ma personnalité, puis ils ont vu que je ne manquais pas de charisme, puis que je suis capable finalement de les surpasser. Oui. Mais oui, c'est très intéressant. Mais c'est beaucoup, tu sais, moi, ça me fait penser beaucoup aux messages qui sont véhiculés, finalement, les représentations qu'on a des personnes qui vivent avec un handicap. On n'en voit jamais dans des contextes de séduction, de sexualité. Ou si on en parle, c'est vraiment pour parler un peu des mauvais côtés, des risques, tu sais, des vulnérabilités qui peuvent être vécues, des violences, tu sais, notamment dans les relations de soins aussi. Fait que, tu sais, je me dis des parents que tu reçois ton enfant et c'est juste à ça que tu as eu accès, en fait, comme image, comme ça va être ça, sa réalité, tu sais. Fait que le plus on en parle aussi comme société, le plus on donne de la diversité dans les vécus, le plus les parents vont pouvoir un peu ne pas avoir ces idées préconçues-là, tu sais, finalement. Bien, justement, un parent qui a un enfant lourdement handicapé, il y a beaucoup de gens, justement, à cause des préjugés puis de la société et tout, qui diraient « Ah, mais ça va jamais le concerner. Est-ce que c'est vrai? C'est quoi notre opinion là-dessus? Ben, là? Maria Tatiana, comme... C'est ça, j'ai senti que... Ben, la mienne, elle n'est pas lourdement handicapée, une chance. Mais oui, je me mis dans les souliers de ces parents qui ont des enfants qui sont lourdement handicapés. Puis même ces enfants-là, ils sont pas asexuels. Tu sais, ils ont peut-être pas des sentiments, justement, là, parce qu'ils ne peuvent pas s'en parler. Mais je pense que juste en les touchant, ils vont avoir une sensation. Puis j'ai discuté de bonheur aujourd'hui, justement, parce que là, j'avais vu beaucoup de reportages en France. Puis là, c'est une thérapie qu'ils font avec des personnes justement lourdement handicapées et aussi avec des personnes qui ont un handicap, mais qui ne sont pas lourdes. Puis c'est des thérapies et c'est des personnes qui utilisent justement les touches pour donner, oui, c'est ça, pour donner des sensations, des stimulations. Puis je pense que c'est ça. Je ne sais pas s'ils sont complètement, ils ont un acte sexuel, je ne pense pas. Mais juste ça, se faire toucher, je pense que c'est déjà assez. Oui, c'est beaucoup. Oui. Bref, oui, non, en fait, je pense que je suis très d'accord avec toi. Là. Moi, je pense que c'est totalement... c'est vraiment super irréaliste de penser comme ça. Là. Puis je pense que ça nous ramène aussi à comment on voit la sexualité. C'est sûr que si j'ai une réflexion de ça ressemble à quoi une activité sexuelle, que c'est que peut-être des relations pénétratives, de la génitalité, que c'est que dans un certain contexte. Tu sais, la sexualité, c'est très, très large. Je veux dire, c'est des désirs, c'est des fantasmes, c'est des sensations, c'est des baisers, c'est de l'amour aussi, c'est des pensées, c'est des sensations dans le corps, même sans toucher. Donc, tout le monde a une sexualité, tout le monde a un rapport avec la sexualité, même une personne, justement, qui se dit asexuelle aussi, tu sais, va avoir un certain rapport avec la sexualité. Donc, de présumer qu'il n'y a rien, en fait, c'est tout simplement ne pas vouloir, en fait, peut-être s'ouvrir à la manière que notre enfant va vivre sa sexualité. La personne peut vivre différemment et la personne va répondre à des touchés. Tu sais, surtout si on a un handicap qui est lourd, qui demande des certains soins. Des fois, ça amène des situations où il faut venir peut-être aller nuancer en fait, les zones intimes, des fois qu'on a à venir toucher, par exemple, pour nettoyer, mais des fois, c'est quoi la différence entre ça et un toucher peut-être plus sexuel? Donc, oui, il y a tout ça à aborder, là, puis on peut pas... Le nier, en fait, encore une fois, ça va juste, selon moi, créer beaucoup plus de vulnérabilité. Oui. Puis, justement, comme un parent qui aurait un enfant lourdement handicapé, sous quel angle il pourrait comprendre qu'on peut aborder ce sujet-là avec son enfant, même si... on va dire la société est comme non, il n'y en aura jamais besoin. C'est une excellente question. Tu sais, ça me ramène un peu à... Mon Dieu, par où la prendre, cette question-là? Mais c'est très, très bon. Je pense que ça demande un certain courage. Je pense aussi que les
parent, on risque, je me dis, autant que des parents qui peuvent avoir ces idées préconçues-là, tu peux aussi te retrouver devant de l'entourage que ces idées préconçues-là qui, on demande rarement aux gens qu'est-ce qu'ils ont dans leurs pantalons puis comment ils se stimulent, mais avec certaines personnes, on se permet parce que la curiosité est un peu peut-être mal, pas nécessairement mal intentionnée, mais mal gagée, mal dirigée, du moins. On se rend pas compte. Donc, je peux comprendre que c'est quand même quelque chose qui peut être peut-être lourd ou du moins qui amène à réfléchir. Mais je pense qu'encore une fois, en essayant de voir avec notre enfant comment ça peut se manifester, des fois, c'est pas toujours quelque chose qui peut être communiqué de manière verbale aussi. Fait qu'il y a des outils aussi qui sont faits pour ça, qui ont pas nécessairement, qui sont avec des pictogrammes, des images. C'est commencer à parler un peu du corps, commencer à présenter des images aussi qui sont liées à justement des touchers qui peuvent être consentis, qui peuvent être respectueux, qui peuvent être plaisants. Commencer aussi à parler de sentiments peut-être amoureux ou d'intérêt ou de désir, de voir là et de voir aussi où est-ce que ça mène notre enfant. On peut suivre son rythme aussi. On n'est pas obligé de « OK, je vais t'apposer cette étiquette-là, est-ce que ça colle ou pas? » On peut y aller tranquillement et y aller au rythme de ce qu'on perçoit puis du mieux qu'on peut. Mais tant qu'on nie pas les choses, pour moi, on est déjà bien avancé. Tu parles d'étiquette, mais ça, c'est comme la fameuse étiquette d'une personne en situation de handicap va sortir ou va coucher avec une personne en situation de handicap. Oui, merci tu parlais d'aborder. de la représentation, ne serait-ce que télévisuelle ou sur les réseaux sociaux. Il y a des dating shows pour les personnes en situation de handicap, mais il n'y en a pas un qui va à Occupation Double. Là. Exact. Oui, mon Dieu, c'est vrai, ça. Je veux dire, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Tout à fait. Mais c'est pas représenté. Fait que c'est normal que parents, enfants, ados, n'importe qui soit pas à l'affût de ça. Puis qu'on ait ce préjugé-là. Oh mon Dieu, il va jamais avoir de blonde. Ou bien si oui, ça va être une sourde et muette et aveugle. Là, c'est comme, ben voyons. C'est très, très vrai, ça. Moi, j'ai plein d'amis en situation de handicap, puis c'est ironique, hein? Il y en a tous leurs conjoints ou leur conjointe n'est pas en situation de handicap. Mon chum n'est pas en situation de handicap. Ah oui, c'est pas vrai là, que tu tombes là-dedans, mais encore là, c'est tellement peu représenté. Fait que... C'est limiter finalement la personne à son handicap, en fait. La personne, elle a un handicap avant toute chose, alors que c'est vraiment pas vrai. Là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. On devrait toujours voir la personne avant l'handicap. Mais des fois, quand on va dire nous deux, je pense que c'est assez visible, l'handicap. Fait que souvent, les gens, c'est ça qu'ils vont voir en premier, puis ça les stoppe, tu sais. C'est sûr. Puis juste sans parler de... Ben, c'est ça, la première impression. Là. C'est ça. Fait que, mais je pense aussi qu'il y a une différence entre un homme et une femme. Là, je pousse un peu, mais je pense qu'il y a une certaine facilité. On parle souvent de la facilité aux femmes dans le monde du dating. Pour une femme, c'est plus facile d'avoir un homme ou d'avoir des relations sexuelles si on le voulait. Mais je pense que même pour une femme en situation de handicap, c'est plus facile que pour un garçon en situation de handicap. Je pense que oui. En tout cas, de mon expérience. Là. Oui, la mienne aussi. Ah, ben. Il n'y a pas de cas pour nous contredire en ce moment, mais. Exact, c'est ça. Là, c'est 2 en 2. Maria Tatiana. Oui. Avoir un enfant en situation de handicap, on a beaucoup de préoccupations. On s'inquiète de bien des affaires. Comment on trouve le temps de prioriser, on va dire, cette conversation-là avec la sexualité? Comment on fait comme, OK, ça, c'est important, alors qu'il y a tellement de choses. Moi, je vais juste penser à mes parents, le nombre de choses qui s'inquiètent pour moi dans la vie. Comment on trouve une place pour la sexualité là-dedans? Ben, comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas une façon de bien faire ou de pas bien faire. Et là, les temps, je toujours trouve des temps pour ça. Pour n'importe quoi, je trouve tout le temps. Si il s'agit de ma fille, je trouve le temps. Et quand je parlais avec elle de ça, c'était à 12 ans. Et c'était parce que il avait eu, je pense, à l'école, ils ont eu un sexologue à l'école. Ils ont parlé de ça. Fait que là, moi aussi, je me suis dit, ben là, OK, je m'embarquais, je vais parler. Puis là, je parlais avec elle de ça aussi. Mais aussi, les réseaux sociaux aussi, c'était... Ça m'a précipité peut-être en parler avec elle, justement parce que là, elle avait accès à tout. Puis quand on voyait même des films, des fois, c'est comme, OK, Léa, tourne-toi. C'est tout. Oui. Tourne-toi parce que c'est parti là, t'es pas supposée de voir, mais là, je vais te raconter après. On dit, OK, c'est fini. Oui, c'est fini. Mais là, je dis, quand on va voir les temps, je vais te raconter. Fait que
Hasta on se cache bien, là. Tu sais, elle a déjà 18 ans, fait que... Oui, mais ça a été... Et j'ai trouvé le temps pour lui parler, justement. Puis là, et je me rappelle plus, c'est la sexologue qui a fait quelque chose avant, ou c'est la sexologue qui est venue après que j'avais parlé avec Léa. C'est quelque chose que je ne me rappelle pas. Je pense qu'elle était déjà en secondaire 1 quand ils l'ont parlé, mais moi, j'avais parlé avant. Okay. Justement, parce que là, ça commençait la puberté, et son corps avait commencé à changer. Et je pense que c'est là que je commençais à en parler. Et en plus, il avait eu une petite amie. Et fait que je me suis dit, ben, on va s'en parler. Puis depuis 7 ans, on a parlé des contraceptifs, on a parlé de tout. On est allé à un premier rendez-vous avec les gynécologues pour donner justement toutes les formes de contraception. Et ça a été bien passé. On est allés tous les deux. Même la gynécologue l'a demandé, est-ce que tu veux que ta mère soit présente? Et il a dit oui, je veux absolument que maman soit là. Fait que là, je suis allée avec elle. Et c'était quelque chose que ça m'a touchée parce que là, on partage tout ensemble. C'est comme les premières choses. Ah, ben là, tu vas aller à cette place pour la première fois. Je viens avec toi. C'est la première fois. Fait que... Oui, c'est ça comme, elle va aller au casino, tu sais. Ça fait comme quelques semaines qu'elle est allée au casino. J'ai dit, ben là, sa première expérience, elle vient d'avoir 18 ans, je veux aller avec toi. Tu veux participer. Oui. Mais clairement, il y a une évolution positive, là. Tu sais, c'est pas parfait, vraiment pas. Ouais. Mais contrairement, je pense que c'est ça, c'est un truc de génération. Garçon-fille, handicap ou pas handicap, avant, on n'en parlait pas. Ouais. Tu sais, des fois, on a déjà entendu parler, même, mettons, l'époque, mon père, lui, quand il était ado, puis qu'il fallait qu'il aille se chercher des condoms. C'était gênant. Là. Oui, c'était le gros sport, là. Oui, là, tu sais, aujourd'hui, je pense qu'on l'est davantage moins. Bon, c'est sûr que c'est sûr, tu places ça avec d'autres produits, mais tu sais, il n'y a personne qui va te juger. Au final, en plus, tu fais la bonne chose, tu te protèges. Mais oui, tout à fait. Puis, tu sais, je pense aux parents, mettons, qui pourraient ne peut-être pas savoir, tu sais, par où commencer ou être un peu inquiets. Je pense que, justement, maintenant, on a des cours d'éducation à la sexualité à l'école, au primaire, au secondaire. Donc, si jamais il y a des questions, il y a toujours possibilité d'aller poser la question au professeur. Est-ce que vous en avez parlé? Vous êtes rendu où? Tu sais, comment je peux peut-être rebondir avec la balle finalement à la maison? Puis, le guide, en fait, d'éducation à la sexualité du gouvernement qui est sur Internet, en fait. Puis c'est vraiment, en fait, le guide de référence des thématiques qui sont abordées par niveau, en fait, scolaire. Okay. Fait que si jamais les parents aussi veulent s'en inspirer, je veux dire, ça, c'est des PDF qui sont disponibles gratuitement en ligne. Donc, ça peut servir aussi de guide à utiliser à la maison pour, OK, quel genre de sujet je pourrais aborder, finalement. Et est-ce que, selon toi, est-ce qu'il y a des différences ou des spécificités dans l'éducation sexuelle à prévoir pour mieux inclure les réalités des personnes vivant avec un handicap? Ah, bien, tout à fait, oui. Je pense que, bon, l'éducation à la sexualité au Québec, on en a une. Yay! Est-ce qu'elle est parfaite? Non! Je pense qu'il y a du bout de chemin qui est fait en termes d'inclusion pour différentes identités. Je pense que pour le handicap, c'est vraiment, selon moi, un angle mort, justement. Souvent, en fait, on a tendance à croire que certains sujets, dont ça, c'est trop compliqué, trop de nuances, il y a trop de détails, on va laisser faire. C'est comme si on avait la présomption qu'on n'était pas capable de le généraliser ou de le vulgariser suffisamment. Mais oui, je pense que je commencerais par des représentations visuelles de différents corps. Je pense que ça serait important. Je pense aussi de peut-être savoir quel type de questions à poser, pas poser, mais également dans la séduction, de ne pas exclure. Je pense qu'on assume beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'angles morts. C'est pas tant qu'on va nécessairement donner des fausses idées, mais on va exclure certaines réalités ou certains enjeux. Puis là, on parle d'handicap physique, mais on peut aussi en parler de DI. Fait que ça dépend aussi de quoi on veut parler. Mais je pense que pour juste que ça fasse partie du spectre de la normalité, ça existe. C'est un peu comme tout. On n'est pas obligé d'aller dans tous les détails nécessairement parce que, encore une fois, si on faisait ça, là, on aurait En fait, il faudrait faire un autre programme scolaire à côté pour tout le monde. Mais tu sais, juste peut-être semer quelques petites graines, des représentations, venir parler de comment ça peut être ou au contraire, c'est juste de l'amener, comme je dis, si on veut commencer à proposer des parties du corps, pourquoi pas prendre quelqu'un qui pourrait avoir un handicap physique visible, mais que ça soit quand même la planche qu'on utilise pour parler à tout le monde. Finalement, pas nécessairement aussi exclure. Dire, faut pas que ce soit toujours la note de bas de page, finalement. Je sais pas si ça fait du sens, mais... Oui.
Fait que des petits détails comme ça, moi, je commencerais. Puis bien entendu, si on a on a un enfant ou un ado qui a un handicap dans la classe, on s'informe. On s'informe pas à l'enfant, ce n'est pas lui notre professeur, mais on s'informe pour s'assurer qu'on lui donne les mêmes informations si jamais il y a des informations à avoir de particulières, comme tout le monde, en fait. Là, on s'assure que l'enfant soit autant inclus dans le cours, que ça le concerne autant que tout le monde. Puis je dis aussi, on s'informe justement peut-être des fois pour réaliser qu'il n'y en a pas tant des spécificités, mais au moins on a fait de l'effort de s'assurer qu'on l'a pris en charge, cet enfant-là, puis que c'est pas comme, tu vas prendre ce qui te concerne, puis la spécialité, je juge que c'est ta responsabilité de t'éduquer. Non, on éduque tout le monde. Oui. J'ai vraiment aimé tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Mais avant qu'on se quitte, j'aimerais ça que chacun vous me disiez, si vous pouviez donner un conseil, un mot d'encouragement, n'importe quoi à un parent qui aimerait ça aborder le sujet de la sexualité avec son enfant en situation de handicap, ce serait quoi le conseil ou le mot d'encouragement? Mais pour ma part, le conseil, ça serait vraiment de ne pas rester dans le silence ou dans le malaise. Je pense qu'il y a beaucoup de situations qui peuvent l'être malaisantes puis gênantes. On veut pas. Je veux dire, moi, j'en ai pas d'enfants, fait que c'est sûr que là, je peux pas parler à ce niveau-là, mais autant quand c'est les enfants des autres, tu te dis, tu vas déléguer ou tu vas te dire non. Mais tu dis, un enfant en situation de handicap à l'école, on veut l'inclure au lieu de le rejeter, mais c'est plus facile de le rejeter. C'est ça, la vérité. C'est plus facile de s'adresser au groupe et de faire non, ça va s'arranger. Fait que juste de prendre conscience de ça, puis en tant que parent, d'aborder le sujet, d'aller chercher des outils. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont été nommés. Puis, au pire, même si c'est maladroit. C'est ça que j'ai envie de dire. Ça va sortir comme ça va sortir. Ça n'a pas besoin d'être parfait, là. Tout le monde selon sa personnalité, puis comment tous et chacun, puis comment nous, on a notre propre rapport à la sexualité. Fait que juste dis-le, puis c'est mieux, je pense, d'avoir une conversation totalement maladroite avec son enfant, que ça sorte tout croche, mais au moins d'en avoir parlé, plutôt que de faire genre non, on n'en parle pas. Et au pire, t'en ris 5 ans plus tard. Là, oui, c'est ça. Oui. Toi? Je suis d'accord. Comme maman, là, que j'ai vécu ça avec ma fille, peut-être que ça n'a pas sorti toute beauté. C'était pas un Disney. Je veux dire, un conte de Disney, vraiment, là, mais ça sortit comme ça sortit. Puis là, j'ai raconté mon expérience que j'ai vécue, plus tout ce que j'avais entendu quand j'étais jeune. Puis là, que j'étais comme dégoûtée quand on me racontait. Puis là, j'étais comme, non, je ne veux pas faire ça. Si ça fait mal, oublie ça. Mais avec le temps, avec l'expérience, j'ai appris que ce n'était pas dégoûtant, que c'était pas... que ça faisait juste ouch une fois. Puis là, c'est tout. Fait que j'ai tout ça raconté à ma fille... juste comme ça, tu sais. J'étais vraiment honnête avec elle. Puis j'ai jamais pensé, là, elle va jamais avoir un chum, elle va jamais avoir un bisexuel. J'ai jamais pensé à ça. Je sais qu'elle est capable elle a eu déjà des petites amies. Et fait que là, quand elle va être prête simplement. Tu sais, elle va pas me demander la permission. Elle a déjà les outils, elle sait quoi faire. Tu sais, et fait que c'est correct. Je vais être contente pour elle. Moi, tant qu'elle soit heureuse, là, comme j'avais dit, tu choisis des personnes de ton sexe ou personnes du sexe opposé, c'est correct. Je vais être contente parce que là, tu vas être heureuse. Tant que tu sois heureuse, moi aussi, je vais être heureuse. Et morale, pour conclure. Je sais même pas, tout a été dit, mais oui, je pense que c'est d'en parler, de ne pas hésiter, d'y aller étape par étape. Là, comme j'ai dit au début, ça peut être aussi simple que de parler de limites du corps, mais aussi des comportements. Donc, de juste mettre un pas, commencer, puis après, ça va suivre, puis ça va être correct. Puis au pire, il y a des livres, puis au pire, il y a l'école. Puis on n'est pas tout seul aussi à éduquer notre enfant, ça va bien se passer. Là. Morale de cette histoire, faut juste briser la glace, puis après ça va bien aller. Tout à fait, tout à fait. Ben, merci infiniment à vous trois d'avoir eu cette discussion avec moi aujourd'hui. J'en ai appris beaucoup et je pense que nos auditeurs aussi. Donc, merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci.